pas dans un premier temps porter sur mon expérience, mais ce sera juste une petite présentation. Peut-être dans les échanges, je partagerai mon expérience si besoin est. Donc, mesdames et messieurs, je voudrais dans un premier temps essayer de partager avec vous une tentative de définition de la chance. Selon le Wikipédia, la chance c'est un concept qui exprime donc la réalisation d'un événement, qu'il soit bon ou mauvais, et cette réalisation est indépendante donc de notre volonté de voir cet événement se produire. De cette définition, moi j'ai tiré 4 éléments majeurs. Le premier, c'est le fait que la chance soit irrationnelle. La chance est intangible. La chance aussi est imprévisible, mais surtout la chance est indépendante. Au regard de cette définition, on pourrait dire que la chance, du point de vue des affaires, est donc ce facteur qui contribue à faire apparaître les opportunités là où on ne les attendait pas. Ainsi défini, on peut se poser la question de savoir si la chance existe vraiment. Je pense qu'il serait illusoire de penser que les entrepreneurs sont totalement responsables de tout ce qui leur arrive. Je ne pense pas que les entrepreneurs soient responsables entièrement de tout ce qui leur arrive. Parce que le croire voudrait dire que l'entrepreneur peut réaliser ou même peut répéter une action à l'infini et obtenir toujours les mêmes résultats. Ce qui, vous conviendrez avec moi, n'est pas le cas du tout. Donc, on peut conclure que la chance est en grande partie responsable de nos succès et souvent aussi de nos échecs. La chance seule suffit-elle? Je ne pense pas. Parce qu'il faut d'abord créer sa propre chance. Et créer sa propre chance, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie. Il faut savoir provoquer les choses. Une personne optimiste a plus de chances de faire apparaître des opportunités qu'une personne qui est pessimiste dans la vie. Et donc cette disposition d'esprit est aussi importante pour pouvoir provoquer les choses. Mais lorsque les choses arrivent, il y a aussi la capacité à pouvoir identifier une opportunité qui s'offre à nous. Et pour cela, il y a des prérequis, pour moi, qui sont une certaine ouverture d'esprit, la curiosité, et aussi il faut rester très attentif à son environnement pour pouvoir identifier les opportunités qui s'offrent à nous. Mais cela ne suffit pas. Lorsque l'opportunité s'offre à nous, il faut pouvoir aussi la saisir. Pour nous, une opportunité, c'est comme donc un penalty pour un joueur de football. Ce n'est pas encore un but. Et un penalty, il faut donc le transformer. Pour cela, donc, pour pouvoir saisir l'opportunité, il faut une dose de formation. Je pense que notre aîné tout à l'heure dans son intervention a été suffisamment clair là-dessus. Il faut connaître donc son métier. Il faut développer des capacités managériales et aussi un sens des affaires pointu. Il faut beaucoup travailler. Il faut aussi une dose de créativité, beaucoup d'intuition et surtout de la persévérance dans le travail. Un sens de l'organisation sera aussi nécessaire pour pouvoir donc saisir cette opportunité qui s'offre à nous. En définitive, pour moi, ce n'est pas la chance qui compte vraiment quand elle vient, quand elle nous touche. Ce qui compte vraiment, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on fait de cette chance, de cette opportunité lorsqu'elle s'offre à nous? Est-ce que nous avons les capacités managériales pour réaliser, pour saisir cette chance et la transformer en véritable opportunité? Et pour moi, en conclusion, c'est ce qui importe le plus. C'est là donc ma contribution liminaire. Nous avions 5 minutes pour ça. Et je voudrais donc m'arrêter là et vous remercier de votre attention et surtout vous souhaiter bonne chance dans vos différentes opportunités. Mesdames et messieurs, vous avez entendu donc nos 3 panélistes. Je voudrais, avant de vous passer la parole, me retourner vers eux tout d'abord. Et avant toute chose, essayer de résumer un peu ce qu'on peut retenir de leurs différents exposés. Je crois que vous avez suivi avec moi ces 3 interventions.
elles ont un trait commun. Voilà 3 réussites devant vous. Mais c'est des réussites de salariés. Tous les 3 sont partis en affaires en tant que salariés. Aujourd'hui, ils ont divers horizons. Ils sont riches d'expérience. Ils sont riches également de diversité. Par rapport au thème qui nous est dévolu, l'un a parlé de la main de Dieu, les 2 autres reconnaissent que la chance aussi existe. L'un a, pour stigmatiser sa pensée, comparé la chance à un pénalty. Pénalty, c'est une opportunité. On est tous grands spectateurs, grands joueurs. Quand vous avez une faute qui est provoquée dans la surface, on a comme l'impression que, mon Dieu, le but est déjà fait. On se dit, voilà la chance, ça va être fait. Mais encore faut-il, comme disait Fofana, le transformer, ce pénalty. Monsieur Chérif, lui, nous parle de chance cultivée. La chance, c'est ce phénomène irrationnel, mais c'est aussi un phénomène qu'on peut cultiver. Tous les 3 se rejoignent, en définitive, pour dire que oui, la chance existe. Mais la chance, à elle seule, ne suffit pas. La réussite en affaires doit reposer sur le travail, sur la maîtrise de son métier, sur le sérieux, sur la compétence, sur l'ouverture d'esprit, sur l'optimisme qu'on doit avoir et évidemment sur la confiance qu'on est censé pouvoir générer. Donc, de manière ramassée, je pense que c'est ce qu'on devrait pouvoir retenir comme élément tranchant par rapport à ces exposés. Mais je voudrais d'abord demander à ma droite, à M. Fofana, de revenir un peu plus sur sa présentation en essayant d'y mêler un peu sa dose personnelle, sa dose de personnalité. Parce que voilà quelqu'un qui est entré dans un groupe en tant que salarié. Aujourd'hui, il est devenu industriel. Il a plusieurs cartes dans sa main. Où a joué la chance pour vous? À quel moment avez-vous saisi l'opportunité? Comment vous êtes-vous organisé pour pouvoir transformer votre pénalty? Et ce serait intéressant de partager cette expérience. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Pour revenir un peu sur mon expérience personnelle, disons que je suis entré dans le groupe British American Tobacco en 2001. Il y avait un concours international qui avait été lancé au niveau du groupe British American Tobacco, qui est un concours de recrutement des jeunes talents, des jeunes diplômés. Et nous étions 1100 candidats, ils ont retenu 4. Donc déjà, au cours donc de ma formation, parce qu'il s'agissait d'une formation au sein du groupe, cette formation nous a permis donc de passer dans l'ensemble des fonctions du groupe. Par exemple, je suis allé depuis les champs de tabac au Ghana, j'ai passé un bon moment avec des planteurs et tout ça, et jusqu'à la production. J'ai fait aussi du marketing, j'ai fait aussi des finances, qui était ma formation de base, et après je suis resté aux finances. Pendant donc l'année 2005, le groupe British American Tobacco avait un contrat avec le groupe de la CITAB, que je ne vais pas les citer, et le contrat arrivait à échéance. Donc BAT n'a pas voulu donc reconduire ce contrat, et BAT a repris sa production et sa distribution en propre. Par la suite, le groupe est rentré, donc, comme mon aîné l'a si bien dit, est rentré dans une phase de réflexion stratégique pour se dire, ben, écoutez, nous, on n'est pas des distributeurs, nous sommes des fabricants de cigarettes, ben, donc la distribution, nous allons l'externaliser. Et mon patron
le patron même de l'AREA qui m'a proposé donc de rentrer en Côte d'Ivoire pour être le représentant de BAT en Côte d'Ivoire. À l'époque, je lui ai dit pas 3 fois non, parce que ça ne m'intéressait pas. J'avais une carrière au niveau de finance. J'étais même déjà, j'avais été muté à Londres où je devais retrouver le groupe, l'équipe finance globale au niveau du siège. J'avais dit non, mais si cette proposition ne m'intéressait pas, parce que déjà de toute façon, les performances en Côte d'Ivoire étaient très mauvaises. On a dû se battre contre beaucoup d'agressivité. Quand on a récupéré notre distribution, les autorités ou certaines autorités ne nous ont pas aidés. On n'importait pas de tiges de cigarettes en Côte d'Ivoire pendant 1 an. Nous avions donc perdu des parts de marché. Notre produit, pour ne pas le citer sans aucune publicité, Craven, qui était le leader du marché, était tombé à 5% de parts de marché. Donc dans ce contexte-là, j'ai dit à mon patron vraiment merci de la proposition, c'est gentil, mais moi je vais aller à Global House à Londres, ça ne m'intéresse pas. Mais il a insisté et bon, j'ai finalement accepté et je suis rentré. J'ai créé Ivoirien de distribution de tabac avec un capital de 1 million. J'étais aussi employé, j'avais pas un sou dans la poche. J'ai créé cette société. Ils m'ont fait donc un transfert de tout ce qu'il y avait comme actif en Côte d'Ivoire, du stock aux équipes et tout ça, pour une valeur totale de 6 milliards qu'il fallait que je paye sur une période de 3 à 4 ans. Donc aujourd'hui, je pense que depuis 2006 que j'ai commencé cette aventure, l'année dernière, nous avons entièrement payé cette dette-là. Nous avons remboursé 1 milliard par an à peu près. Et avec l'équipe, c'est vrai que j'ai bénéficié d'une belle équipe sur place. J'ai bénéficié aussi d'accompagnement d'amis et de partenaires sérieux. Donc nous avons donc pu rembourser cette dette. Nous avons augmenté la part de marché de notre partenaire de 5%. Aujourd'hui, nous sommes à autour de 40% de part de marché aujourd'hui. Et tout le monde peut reconnaître cela. Mais nous ne sommes pas restés dans ce cadre seulement parce qu'avec l'équipe, on a réfléchi, on s'est dit, nous avons un produit, nous avons une couverture optimale du territoire, on a des agences un peu partout sur toute la Côte d'Ivoire, mais on a un seul produit et le produit il est controversé, vous conviendrez avec moi, c'est un produit qui est controversé, est-ce que demain on ne peut pas avoir des problèmes si d'aventure nous voulons rester dans les affaires? Donc dans cette réflexion stratégique, nous nous sommes dit, on va ouvrir nos canaux de distribution à d'autres produits. C'est en cela que nous avons créé Produit Plus. Produit Plus, c'est donc la société de mon groupe. En fait, j'ai créé un groupe qui s'appelle Mata Holding, qui rassemble donc l'ensemble des sociétés. Et donc, Produit Plus a été créé pour distribuer tous les produits alimentaires autres que la cigarette. Ok. Et donc, nous avons, dans un premier temps, obtenu la licence de distribution de Jumbo en 2008. Et avec Jumbo, nous avons eu de très très belles performances. Jumbo était distribué à l'époque par Chocody qui avait laissé notre société Microdis avait récupéré. Et cette société aussi avait abandonné parce que le produit était décadent. Donc on était à 3000 cartons par mois et quand on a récupéré en 2008, à la fin 2009, nous avions atteint les 20 000 cartons par mois. Avec cette performance-là, mon partenaire, qui est un partenaire espagnol, m'a proposé de construire l'usine de Jumbo en Côte d'Ivoire. Parce que depuis les années 80, Jumbo était importé. Et donc nous avons construit cette usine entre 2009 et 2011. Et l'usine est aujourd'hui fonctionnelle. Nous avons donc embauché plus d'une centaine de personnes avec un investissement de 2 milliards que nous avons emprunté auprès de la CIB et de la BNI. Aujourd'hui, ces investissements sont totalement remboursés à ces banques. On a eu beaucoup. C'est vrai aussi qu'il faut reconnaître que, comme a dit L'aimé, quand nous allions rencontrer les banques, il y avait aussi le fait qu'il y avait du sérieux dans l'équipe. Et les banques avaient confiance, parce que nous, on n'a pas eu l'opportunité d'avoir des actifs à apporter comme des garanties. Mais les banques nous ont fait confiance et nous ont accompagnés parce qu'il y avait beaucoup de sérieux, il y avait de la qualité et de la compétence aussi au sein des équipes qui animent les entreprises du groupe. Et en fait, il y a aussi une histoire qui me paraît aussi une histoire assez intéressante. Je la partageais tout à l'heure avec mon frère lorsque nous discutions dans la salle.
je lui disais que j'ai aussi une société de gardiennage dans le groupe qui est arrivée aussi par accident en fait. Et, en fait, je ne fais pas... Le cœur de métier du groupe, ce n'est pas le gardiennage, mais ceci est arrivé par accident. Et vous conviendrez avec moi que c'est un peu aussi une part de chance. Quand on avait monté la société de distribution, nous avions qui émergeait comme gardien. Et vous savez que ceci n'est pas conforme à la législation dans la mesure où il y a des sociétés spécialisées qui sont là, qui doivent faire ce travail. Donc nous avons décidé à l'époque de transférer donc, ces gardiens-là dans une société, pour ne pas la citer, RMO, pour que cette personne-là puisse les prendre en charge, les régler, les payer normalement, parce que nous avions fixé un minimum de salaire pour que ces personnes-là ne soient pas tentées. Vous imaginez un carton de tunnel coûte 434 000, le salaire du gardien ne fait pas... Bon, okay. Donc on a souhaité qu'ils soient rémunérés correctement et qu'ils soient payés dans les délais. Donc quand on les a transférés chez RMO, cela n'a pas été fait. Donc on n'était pas satisfait de la façon dont ils étaient gérés, ils n'étaient pas payés correctement. J'ai créé une petite agence, j'ai appelé un ami, je lui ai dit, bon, écoute, j'ai cette agence, tu nous fais des factures et puis bon, nous ça va en avance. Et cette agence s'appelait ACS. Il a transformé avec évidemment notre soutien, on a transformé cette agence finalement en une société de gardiennage qui fait 500 millions de chiffres d'affaires aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est de la chance? Je pense que vous l'avez compris. Et cette société s'appelle ACS, nous avons des marchés assez intéressants et donc tout cela part aussi du sérieux que nous faisons. Donc la dernière société que nous avons créée